Le principe de ce webinaire, c'est d'avoir une présentation courte de l'avenant 9 et surtout de pouvoir répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions, donc, plusieurs intervenants sont connectés. Guillaume Manière, qui est responsable des conseillers informatiques services de la Caisse primaire de l'Allier. Maude Bigouret-Maritorena, qui est responsable des délégués de l'assurance maladie de la Caisse primaire de l'Allier. Sandrine Begon, qui est pharmacien conseil du coup à l'échelon local du service médical de l'assurance maladie. Bernadette Villaume, qui est médecin-chef à l'échelon local du service médical de l'Allier, et puis Romain Laloche, qui est délégué de l'assurance maladie. Donc, je suis Xavier Morosier, directeur adjoint de la CPM, et je voulais donc vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire. Voilà. Encore une fois, le principe, c'est un format court, quelques éléments d'information pour vous, et puis surtout la possibilité de pouvoir répondre en direct à vos questions. C'est un webinaire qui est enregistré, donc ça permettra à ceux d'entre vous qui auraient des soucis de connexion ou à vos confrères et consoeurs qui n'ont pas pu se connecter de pouvoir récupérer les informations qui auront été communiquées et les échanges qui auront été communiqués dans le cadre de ce webinaire. Vous pouvez donc à tout moment poser vos questions. Pour ça, je vous invite à utiliser le module questions et réponses qui doit figurer sur le bas de votre écran sous la forme Q et R. Voilà pour les modalités de notre webinaire. En ce qui concerne son contenu, je voudrais juste introduire pour parler d'un sujet qu'on n'évoquera pas de manière approfondie dans ce webinaire, qui est donc la mise en place du SAS. Donc le SAS, c'est le service d'accès aux soins. C'est une mise en place qui est prévue donc, par les suites du Ségur de la santé pour avoir un dispositif assez innovant pour la prise en charge des patients dans le cadre de l'accès aux soins non programmés. Sauf que l'avenant 9 à la convention médicale comprend un certain nombre d'éléments sur le SAS, notamment les éléments tarifaires. Donc, comment est-ce que les médecins libéraux qui participent au SAS seront rémunérés. Mais c'est très difficile pour nous de faire une présentation de ces éléments tarifaires en les dissociant des modalités organisationnelles qui seront retenues pour la mise en œuvre de ce SAS. Comment est-ce que ça va fonctionner concrètement au niveau des régulateurs, au niveau des personnes qui ouvriront des créneaux dans leurs agendas pour pouvoir accueillir les patients en soins non programmés. Voilà, tout cela reste encore à construire. Ce sera quelque chose qui se construira dans le courant de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est de pouvoir vous communiquer l'ensemble des informations, y compris tarifaires, à ce moment-là, puisque ce serait encore une fois délicat de vous parler juste des tarifs alors qu'on n'a pas encore du tout les éléments d'organisation sur la mise en place de ce service d'accès aux soins. Voilà, en tout cas, bienvenue dans ce webinaire et puis je cède tout de suite la parole à Maude Bigouret pour vous présenter les principaux éléments de cet avenant conventionnel. Merci, bonjour. Donc nous allons vous dérouler les principales thématiques de l'avenant 9. On commencera avec Guillaume qui vous présentera donc la partie plus numérique de cet avenant avec la présentation de mon espace santé et également les évolutions du forfait structure. On fera également un point sur les assouplissements et la simplification de la télémédecine. Le docteur Begon vous présentera la partie plus biosimilaire et on terminera avec quelques éléments de nomenclature qui vous ont été ou qui vous seront aussi également présentés dans le cadre de la campagne des délégués à l'assurance maladie qui viennent vous rencontrer. Guillaume, je te laisse pour commencer. Bonjour à tous. Donc sur le début de cette présentation, on va... Oui, c'est Xavier qui va couper son micro. On va commencer par la présentation rapide de mon espace santé. Donc mon espace santé qui vient prolonger le dossier médical partagé qui avait été lancé en 2018 par l'assurance maladie en partant
le compléter, qui vient apposer des briques complémentaires au DMP. On voulait vous faire un focus sur le processus de création automatique sauf opposition, donc dit opt-out. L'assurance maladie était partie d'un constat qui était en défaveur du DMP, c'est-à-dire que le DMP qui était ouvert par le patient, par un acte volontaire du patient, ce qui faisait que vous, professionnels de santé, vous, médecins, vous aviez peu de DMP en fait, parmi votre patientèle. Du coup, vous ne pouviez pas les alimenter. Donc, ce processus d'opt-out, à l'occasion de la sortie de mon espace santé, part du principe que chaque citoyen français a un espace santé qui est créé automatiquement. Et c'est aux patients de s'y opposer si besoin. Pour ça, donc tous les assurés ont reçu, soit par courrier, soit par mail, un message d'invitation à créer leur espace santé avec un code provisoire qui était valable 6 semaines. Donc, pour toutes les personnes qui ont ouvert mon espace santé grâce à ce code, donc, ils y ont accès. Les personnes qui n'ont pas ouvert mon espace santé dans les 6 semaines suivant l'arrivée du code ont un espace santé par défaut, puisqu'ils n'ont pas pu s'y opposer, puisque pour s'y opposer, il fallait s'y connecter. Et donc, les personnes qui n'ont pas ouvert leur compte Mon Espace Santé dans les 6 semaines peuvent néanmoins, à tout moment, ressolliciter un mot de passe auprès de l'assurance maladie, directement depuis le site Mon Espace Santé. Voilà, donc par défaut, on a des assurés qui ont en grande majorité Mon Espace Santé, hein, puisque sur la phase pilote, il n'y avait qu'un faible pourcentage de personnes qui s'étaient opposées, donc ce qui va faciliter l'alimentation et l'utilité de Mon Espace Santé, et qui va permettre une meilleure coordination des soins, puisque les professionnels de santé vont pouvoir avoir des DMP alimentés pratiquement systématiquement. En tout cas, ce serait une possibilité qui est offerte par ce principe de l'opt-out. Donc, les nouvelles briques de Mon Espace Santé, donc, on a 4 briques qui composent Mon Espace Santé. La première, vous la connaissez déjà, c'est le dossier médical partagé. À cela s'ajoute donc la messagerie sécurisée, puisque vous connaissez déjà la messagerie sécurisée pour échanger entre médecins et entre professionnels de santé. Maintenant, il sera possible d'échanger aussi avec son patient. Donc, on y reviendra un peu plus particulièrement, un peu plus précisément juste après. Il y aura 2 nouvelles briques qui ne sont pas à ce jour disponibles, mais qui vont apparaître dans les prochains mois en 2022. C'est l'agenda qui permettra d'indiquer des dates importantes dans la vie du patient pour des sujets de santé, comme par exemple des rappels vaccinaux ou des dépistages. Donc, ce sera alimenté par le patient lui-même, mais également, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'indiquer un rappel vaccinal ou quelque chose que vous souhaitez vraiment notifier à votre patient. Et puis, un catalogue d'applications viendra aussi compléter Mon Espace Santé, des applications de santé qui sont sélectionnées par l'État, donc qui répondent à certaines normes d'éthique en termes de conservation et d'utilisation des données de santé, puisque bien sûr, elles sont conservées par l'assurance maladie, comme on le fait déjà depuis de nombreuses années. Donc, ces nouveautés apparaîtront courant 2022. Voilà. Ensuite, on peut faire un focus sur la messagerie sécurité de santé. Donc, la première évolution, c'est le fait que vous allez pouvoir échanger avec vos patients directement de façon sécurisée grâce à votre messagerie sécurisée. Et le patient, côté patient, ce sera dans son espace santé. L'adresse mail des patients donc, sera basée sur son identifiant numérique de santé, l'INS, que vous pourrez, enfin, qui est composé de son numéro de sécurité sociale, mais que vous pourrez retrouver grâce à vos logiciels médicaux, grâce à un outil qui s'appelle INSI. J'y reviendrai brièvement juste après. Et donc, ça vous permettra de solliciter des documents, par exemple, auprès de votre patient ou éventuellement de lui en fournir. Sachant qu'à tout moment, le professionnel de santé reste maître de l'échange avec le patient, c'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui peut solliciter
son médecin. C'est toujours le médecin qui engage l'échange et le médecin peut à tout moment mettre fin à la conversation, à cet échange avec son patient pour ne pas être sollicité s'il n'y a pas nécessaire d'attendre un retour du patient. Sur le dossier médical, donc, alors sur le fond, hein, on est sur la même structure que le DMP que vous connaissiez déjà. Simplement sur la forme, il sera beaucoup plus facile d'utilisation, d'une part pour le patient, qui pourra lui-même d'ores et déjà renseigner certains renseignements sur ses habitudes de santé, sur ses pathologies courantes, sur ses traitements en cours. Il sera également alimenté potentiellement, si le patient utilise des applications du catalogue de services, des applications qui lui permettront, par exemple, de suivre certaines données physiologiques dans le temps. Et puis, il sera bien sûr alimenté par les professionnels de santé qui vont pouvoir directement injecter, beaucoup plus facilement que dans le DMP, tous les documents qu'ils souhaitent importants de partager avec leurs confrères sur la santé du patient. Alors, pour accompagner le lancement de mon espace santé et de son alimentation, l'assurance maladie va verser un forfait qu'on appelle one shot, puisqu'il sera versé qu'une seule fois. Donc là, on est en dehors du forfait structure. C'est un forfait qui sera versé sur une période d'observation de janvier 2022 au 30 juin 2023. Donc, sur cette période-là, on va voir quelles ont été les alimentations des DMP des patients en ce qui concerne le volet synthèse médicale par son médecin traitant pour toute autre patientèle en affection longue durée. Donc, avec deux rémunérations, 1 500 € en une seule fois pour au moins 50% de vos patients en ALD pour lesquels vous aurez alimenté le DMP du volet de synthèse médicale, et puis 3 000 € si on est au moins à 90%, sachant qu'il y aura une majoration de 20% si au moins un tiers des volets sont au format structuré. Donc, vous le verrez par la suite, hein, si on a un logiciel qui est référencé Ségur, conforme au cahier des charges Ségur, par défaut, ce sera structuré comme il est demandé. Donc, il est important de retenir que ce forfait, il est payable en une seule fois, uniquement sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, qui sera versé au cours du second semestre 2023, et qu'il est vraiment là pour accompagner le démarrage de l'alimentation des dossiers des patients en affection longue durée, l'alimentation du DMP. Donc, je l'ai évoqué précédemment, donc le référencement Ségur des éditeurs de logiciels. Donc, l'une des difficultés, l'un des freins à l'utilisation du DMP, ça avait été parfois la difficulté pour les professionnels de santé de le renseigner, de l'alimenter. Grâce au référencement Ségur des éditeurs de logiciels, l'idée c'est de lever ces freins, de permettre à chaque médecin d'avoir un logiciel qui soit facile qui vous permette d'alimenter le DMP en un clic. Hein. Lorsque vous allez enregistrer le compte-rendu de votre consultation, vous pourrez, en cliquant sur un seul bouton, alimenter le DMP du patient. Et puis, l'objectif à terme, c'est d'homogénéiser le parc de logiciels des médecins et des professionnels de santé pour qu'ils soient compatibles avec l'évolution du numérique en santé et qui vous permettent que ce ne soit pas
une charge supplémentaire d'alimenter puis de profiter des fonctionnalités de mon espace santé pour vos patients. Donc, les démarches pour avoir un logiciel référencé Ségur, elles sont simples, mais elles sont contraintes par des éléments de calendrier. Donc, la grande majorité, voire la quasi-intégralité des logiciels médicaux, du moins des fournisseurs de logiciels médicaux, ont pour objectif vont avoir à terme leur logiciel référencé Ségur si ce n'est pas déjà le cas. Donc, il y a peu de chances que votre logiciel n'en fasse pas partie. Mais il va falloir vous rapprocher de votre éditeur d'ici le 15 juillet 2022 pour savoir si votre éditeur de logiciel a bien fait cette démarche de référencement Ségur et de mise à jour de son logiciel, et puis que vous passiez commande auprès de cet éditeur, sachant que l'objectif, c'est que financièrement, ce soit neutre pour vous. C'est l'État qui va rémunérer directement les fournisseurs de logiciels médicaux dans la mesure où la commande a été passée avant le 15 juillet et que, suite à cette commande, l'éditeur de logiciel l'ait bien installé sur votre ordinateur et bien fait la mise à jour, vous est bien formé et a bien pu prouver que le logiciel était fonctionnel sur votre ordinateur. Donc, il y a un accompagnement directement qui vous sera fait et qui vous garantit en fait que votre logiciel sera bien fonctionnel sur votre poste de travail. Donc, voilà, on ne peut que vous encourager avant le 15 juillet à prendre contact avec votre éditeur de logiciel pour lui demander d'obtenir la version Ségur de votre logiciel. Passer cette date, les médecins qui voudraient finalement acquérir un logiciel référencé Ségur devront, ce ne sera plus financé par l'État, donc ils devront prendre en charge ce coût. Donc, les indicateurs concernant le DMP et le forfait structure. Donc, il y a 2 indicateurs qui concernent le dossier médical partagé dans le forfait structure 2022. Donc, dans le volet 1, bien sûr, on a que votre logiciel métier soit compatible DMP et que vous ayez un logiciel d'aide à la prescription certifié HAS. Donc ça ne change pas, hein, c'était déjà le cas l'année précédente. Et puis, en 2023, ce sera la même chose, mais il va falloir que votre logiciel soit référencé Ségur pour pouvoir valider cet indicateur. Donc, voilà, quand vous avoir un logiciel référencé Ségur, ça vous garantit l'atteinte de cet indicateur-là. Et puis, sur le volet 2, en 2022 et 2023, on aura des usages des indicateurs donc optionnels, mais d'usage du DMP, avec pour objectif 20% de consultation qui donne lieu à une alimentation d'un document dans le DMP. Voilà, donc on n'est pas sur le volet 1 qui est un volet de base, on est sur les indicateurs complémentaires, mais qui permettent de valider, on verra plus tard, un certain nombre de points pour le forfait structure. Sur la messagerie de santé et mon espace santé, on a cette fois-ci aussi 2 indicateurs qui sont appliqués. Donc, dans le volet 1, c'était comme pour cette année disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Et puis, en 2023, on est toujours sur l'obligation, pour valider cet indicateur-là, d'avoir un logiciel qui est référencé Ségur et qui facilite du coup l'usage de la messagerie sécurisée de santé. Et puis sur le volet 2, on a aussi un indicateur d'usage des services qui sera d'avoir 5% de consultations qui comprennent un échange avec son patient par email sécurisé via la messagerie de santé de mon espace santé. Voilà. En 2022, d'autres évolutions notables hors indicateur numérique. On a le transfert d'un indicateur du volet 1 vers le volet, du volet 2 vers le volet 1. Donc, c'est l'implication dans les démarches de prise en charge coordonnée.
qui devient un indicateur socle du volet 1. Donc, si vous pouvez consulter le guide méthodologique du forfait structure 2021 pour revoir quels sont les types d'implications de prise en charge coordonnée qui sont validés par cet indicateur qui est déclaratif. Et puis, on a l'évolution du cahier des charges Saison Vital, où il va falloir une version de l'addendum 8 qui intègre la possibilité d'utiliser l'application carte vitale. Donc, quand on a un logiciel référencé Ségur, on valide de facto cet indicateur. Donc, vous aurez des nouveautés aussi, puisque dans le MediPro, ces indicateurs-là, certains indicateurs seront visibles courant second semestre 2022. Les indicateurs d'usage des services, donc là, un focus sur les indicateurs d'usage de services en ligne, puisque l'objectif, c'est de poursuivre sur l'élan du Ségur du numérique et sur l'usage des services en ligne. Donc, on a dans le volet 2 les habituels usages des téléservices avec des différents objectifs d'utilisation des services en ligne qui sont disponibles sur un MediPro ou dans vos logiciels en version intégrée pour certains. Alors, on a 2 nouveaux indicateurs qui apparaissent. Il y aura donc la prescription électronique de transport dès 2022 avec un objectif de 10% de dématérialisation des prescriptions de transport qui monte ensuite à 30% en 2023. Et puis, on a la déclaration simplifiée de grossesse à partir de 2023 pour lesquels il sera demandé 50% de déclarations réalisées sur le service en ligne. Voilà, et puis on vous a mis la synthèse, alors ça c'est des documents qui vous seront envoyés par la suite, mais on a l'évolution de l'architecture du forfait structure médecin. Donc on voit pour 2022 qu'on a le transfert de l'indicateur sur les démarches de prise en charge coordonnée vers le volet 1, donc il devient un indicateur socle. Qui permettra de valoriser le volet 1 à hauteur de 400 points au total. Et puis, on voit apparaître dans le volet 2 les usages de services en ligne avec celui sur les téléservices qui gagne 10 points et arrive à 100 points, l'usage du DMP qui vaut 40 points et de la messagerie sécurisée de santé qui vaut 40 points aussi, donc dès 2022. Et puis, dès 2023, on va valoriser de nouveau ces indicateurs-là à hauteur de 110 points pour les téléservices et on voit apparaître l'usage de la e-prescription. Donc, on vous en reparlera un petit peu plus dans le détail par la suite et vous serez accompagné par les CIS, les conseillers informatiques services sur le sujet. Mais dès lors qu'on a un logiciel référencé Ségur, on valide, on a la possibilité de faire de la e-prescription. Et puis, il y aura 40 points également sur l'usage de l'application carte vitale qui permet de dématérialiser la carte vitale sur un smartphone. Merci Guillaume, du coup, pour cet état des lieux de cette partie sur l'avenant 9. De toute façon, comme tu l'as précisé, ces conseillers informatiques services reviendront vers vous ou, le cas échéant, n'hésitez pas à les recontacter si vous avez des interrogations. On va donc poursuivre avec les mesures de télémédecine. Donc, dans le cadre de cet avenant 9, on est plutôt sur une évolution avec une simplification et des assouplissements concernant la télémédecine et la téléexpertise. Pour ce qui est de la téléconsultation, donc elle est possible depuis la publication, depuis quelques temps maintenant. Vous avez dû l'utiliser beaucoup, j'imagine, pendant la période Covid également. Il y avait des restrictions qui ont été assouplies, avec notamment le premier contact qui sera maintenant possible à distance pour initier une prise en charge. Donc précédemment, il y avait l'obligation d'une consultation en présentiel et ensuite on pouvait aller sur du distanciel. Maintenant, cet assouplissement a été mis en place. Et également, il y a un autre assouplissement qui a été mis en place, c'est pour les patients résidant en zone sous-dotée, où le patient peut avoir recours à une téléconsultation en dehors de son territoire, mais évidemment en l'absence d'organisation territoriale coordonnée ou en absence de médecin traitant.
puisque malgré ces assouplissements-là, on est bien dans l'obligation de respecter le parcours de soins coordonné et évidemment d'avoir toujours cette alternance de téléconsultation et de consultation en présentiel qui reste présent, et cette logique de territorialité avec notamment qui va être encore plus mise en place grâce à la mise en place de toutes les CPTS dans notre département. Donc il y a cet assouplissement qui est vraiment sur cette première consultation et pour les personnes résidant en zone sous-dotée, donc ce qu'on appelle les zones ZIP habituellement, dont vous allez avoir l'habitude d'appeler en zone ZIP. Pour ce qui est de la télé-expertise, l'évolution principale, c'est que c'est ouvert à tous les patients. Donc c'est ouvert à tous les patients en 2022, que tout médecin libéral ou exerçant en établissement de santé, quelle que soit sa spécialité, peut faire une demande de téléexpertise et être et lui réaliser une téléexpertise, excusez-moi. Sauf que précédemment, c'était limité aux patients en ALD, aux maladies rares, aux zones sous-denses, aux EHPAD, aux détenus, enfin c'était très restreint. Donc maintenant, cette téléexpertise sera possible à tous les patients, quelle que soit leur situation. On est sur des modalités d'échange via messagerie sécurisée, évidemment. Et comme nous sommes sur la téléexpertise, l'expert n'a pas forcément besoin de connaissances préalables du patient. Voilà, ça c'était pour les modalités évolutives de l'avenant 9 sur la téléexpertise et la télémédecine. Toutefois, comme pour la partie numérique en santé, si jamais vous avez des questions ou des interrogations qui arrivent, que ce soit maintenant, vous pouvez les poser dans la partie questions-réponses, ou sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués à l'assurance maladie qui pourront également, et des collègues conseillers informatiques services qui pourront vous accompagner sur ce thème-là. Donc, la mise en place également en nouveauté d'un seuil maximal d'activité à distance. Donc, il est important de savoir qu'à partir de cette année, il y aura un maximum de 20% du volume d'activité globale qui pourrait être à distance. Et cela inclut les téléconsultations et les téléexpertises. Il y aura également un suivi sur Amélie Pro qui sera disponible. Ce que je vous disais donc précédemment, la simplification sur la téléexpertise, c'est bien que c'est pour tous les patients à compter du 1er avril, donc depuis peu de temps. Et également, il y a la facturation pour le requis et pour le requérant qui sera possible. Et là, évidemment, il y a quand même une limite pour la téléexpertise. On est bien sur la téléexpertise où il y a une limite de 4 actes par an pour un même patient. Sandrine, je te laisse présenter les biosimilaires. Les biosimilaires, bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler des biosimilaires et du dispositif d'intéressement. Donc la première slide concerne un rappel sur la définition du biosimilaire et les règles de prescription. Donc un médicament biosimilaire, c'est un médicament semblable à un médicament biologique de référence qui a été autorisé en Europe et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Un médicament est dit biologique lorsqu'il est obtenu à partir d'un organisme vivant par procédé biotechnologique. Les biosimilaires font l'objet d'une définition dans le Code de santé publique. On vous a mis l'article. Ils représentent la même efficacité, qualité et sécurité que les bioréférents. Ils sont semblables, mais non identiques en raison des variations de procédés de fabrication ou des matières premières utilisées. La prescription d'un médicament biologique, qu'il soit référent ou biosimilaire, ne peut s'effectuer en dénomination commune seule. En effet, elle doit être suivie du nom de marque, soit du biosimilaire, soit du bioréférent. Et la prescription d'un biosimilaire est possible à tout moment du traitement par le médecin autorisé et dans le respect des indications de l'AMM. Les doses et le schéma d'administration sont identiques aux médicaments de référence, de même que l'obligation d'information du patient et la traçabilité. Ensuite, la slide 2. Donc, sur l'interchangeabilité, un rappel et la substitution. Donc, qu'est-ce que c'est l'interchangeabilité? C'est un acte médical. Elle consiste à l'initiative du prescripteur à remplacer un médicament biologique par un autre présent sur la liste de l'ANSM. Elle peut avoir lieu à tout moment du traitement. Elle doit être raisonnée et tenir compte de l'intérêt du patient. Et les règles habituelles de bonne prescription doivent être respectées.
Il faut informer et recueillir bien sûr l'accord du patient, assurer une surveillance clinique pendant le traitement et assurer une traçabilité des médicaments prescrits dans le dossier médical du patient. La substitution, quant à elle, c'est un acte pharmaceutique. À ce jour, la substitution d'un médicament biologique par un autre présent sur la liste de l'ANSM n'est pas autorisée. Toutefois, la substitution des biosimilaires est inscrite à l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Donc, elle est en attente de la parution d'un arrêté au journal officiel pour définir la liste des molécules substituables et les conditions de la substitution. Voilà pour cette slide. Ensuite, on a fait les avantages. Voilà, un petit rappel sur les avantages des biosimilaires. Donc, la production des biosimilaires, elle nécessite le recours à une même haute technologie que leur référent, mais leur coût est inférieur à celui du médicament de référence car ils ont bénéficié de la recherche du bioréférent. Leur développement permet de diversifier l'offre de médicaments biologiques pour une pathologie donnée et aussi de limiter les risques de rupture de stock, et ces ruptures étant de plus en plus fréquentes. Ils permettent aussi de faire baisser les prix des bioréférents par le jeu de la concurrence. Donc, leur différence de tarifs permet des économies pour le système de santé, la prise en charge de médicaments innovants et coûteux et une extension de l'accessibilité au traitement. Donc, voilà le dispositif d'intéressement pour les biosimilaires. Donc, ce dispositif, en fait, c'est l'équivalent en ville des dispositifs d'intéressement qui sont proposés aux établissements de santé signataires du CAQES. Le CAQES, c'est le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. Ce sont des contrats tripartites entre l'assurance maladie, l'ARS et les établissements de santé pour améliorer la qualité et l'efficience des soins. Donc, son objectif est de valoriser votre engagement et le temps passé dans l'accompagnement des patients en prescrivant des médicaments générateurs d'économie, et ceci dans une démarche de qualité et d'efficience des prescriptions, et dans l'accompagnement de vos patients en initiation de traitement ou au changement de prescription, c'est-à-dire le switch du bioréférent en biosimilaire. Cet intéressement, il est donc basé sur le partage de l'économie générée par la prescription d'un biosimilaire en initiation de traitement ou en remplacement du bioréférent. Et la slide suivante. Donc, en ce qui concerne le périmètre du dispositif, il existe 4 critères d'inclusion. Ce sont l'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, la prescription possible par les médecins libéraux, un taux de pénétration des biosimilaires présentant une marge de progression d'au moins 5 points, c'est-à-dire un objectif à 80%, et ne pas faire l'objet d'un indicateur d'efficience de la ROSP ou de tout autre dispositif de rémunération en ville. Donc, à ce jour, 5 substances actives sont incluses dans ce dispositif. Il y en a 3 qui sont à prescription restreinte, c'est-à-dire que l'initiation et le renouvellement du traitement doivent être faits par des spécialistes. Ce sont les molécules adalimumab, etanercept et folicropine alpha. Et 2 autres sont à prescription possible par tout prescripteur. Il s'agit de l'insuline asparte et de l'enoxaparine. Ce dispositif est souple et réactif avec une durée de vie des indicateurs qui est courte. Et l'adhésion est possible par tous les médecins conventionnés avec possibilité de refus individuel. La dernière slide, on a fait un petit récap sur les différentes molécules et donc les spécialités médicales autorisées. Donc, on retrouve l'etanercept avec le médicament bioréférent Lambrel et les différents médicaments biosimilaires, le Benepali et l'Erelzi, et les spécialités médicales autorisées à prescrire, donc dermatologie, médecine interne, pédiatrie et rhumato. Adalimumab, c'est l'Humira en bioréférent avec plusieurs médicaments biosimilaires, dont l'Angevita, l'Imraldi. Donc, celui-ci peut être prescrit par les dermatologues, les gastroentérologues, hépatologues, médecine interne, ophtalmologues, pédiatres et rhumatologues. La folicropine alpha, donc le Gonal F, avec les médicaments biosimilaires, donc il y en a 2, Ovalep et Benfola. Et celui-ci peut être prescrit en endocrino, urologie, maladies métaboliques, gynéco-médicales et obstétriques. Et enfin, les 2 derniers, donc l'enoxaparine, dont le bioréférent est l'Ovenox, et le biosimilaire l'enoxaparine Crusia, l'Inixa,
Donc, il peut être prescrit par toutes les spécialités médicales. Et l'insuline Aspart, c'est la Novorapid, dont le biosimilaire est l'insuline Aspart de chez Sanofi. Pareil, peut être prescrit par toutes les spécialités médicales. Juste une petite remarque, pour les deux premiers, l'étanercept et l'adalimumab, ce sont des médicaments à prescription initiale hospitalière. Cette prescription, elle n'est pas limitée dans la durée, en fait. Une seule prescription peut être possible. Et après, le relais est pris. Par contre, c'est réservé aux spécialistes, mais le relais peut être pris en ville. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver toute la liste des biosimilaires sur le site de l'ANSM. Et vous pouvez aussi retrouver les différents statuts de ces biosimilaires sur le site Medispar. C'est le site du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je rajouterai, Sandrine, je me permets, c'est un thème qui est nouveau qu'on va porter, hein, qu'on va porter dans le cours de l'année, que ce soit les dames auprès des médecins généralistes et le service médical auprès des médecins spécialistes. Donc ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous sur ces thèmes-là par la suite. On a une question sur le fait qu'on ne voit pas l'insuline glargine dans cet indicateur-là. C'est parce qu'il fait état d'un autre indicateur au niveau de la ROSP. Donc, ce que disait Sandrine, c'est qu'on a les biosimilaires présents dans cet indicateur-là, ce sont vraiment les biosimilaires qui ne font, pour lesquels on n'a aucun autre intéressement. C'est ça. Et il y avait un autre médicament qui était dans la liste qui a été supprimé, c'est le Forsteo. Parce qu'en fait, le Forsteo, il a une particularité, c'est que c'est à la fois un biosimilaire, mais il peut avoir un générique aussi. En fait, c'est une petite molécule, donc elle peut être synthétisée par voie biotechnologique, donc avoir un biosimilaire. Et elle peut être synthétisée par voie chimique, donc elle a un générique. Donc du coup, ils l'ont retiré. Après, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions qui viennent par la suite, nous resterons quand même, nous sommes à votre disposition également par la suite, suite à ce webinaire. Nous terminerons sur la nomenclature et les nouveautés de la nomenclature de l'avenant 9. Cette présentation qui est déjà actuellement en cours auprès de la part des délégués à l'assurance maladie. On va mettre en avant donc les principales modifications, à savoir qu'on va modifier des règles de facturation pour la VL, la CTE, la MIS, et créer donc une nouvelle consultation, la ZE, pour les enfants qui rentrent dans le système de l'aide sociale à l'enfance, et également la création de cette visite blanche qui permet d'être cotée si la consultation n'a pas pu avoir lieu suite à des difficultés en lien avec l'état invalidant de l'enfant ou de l'adulte, et également cette consultation MPH qui va vous permettre d'être coté quand vous saisissez vos certificats de première inclusion dans le système. Ce sont des mesures qui sont applicables depuis le 1er avril 2022. Au niveau de la visite longue, donc en fait, il y a maintenant donc 3 possibilités, hein. La première, c'est la consultation qui est réalisée au domicile du patient atteint de maladies neurodégénératives par le médecin traitant. On est sur une consultation qui peut être facturée une fois par trimestre de chaque année civile. On a également la consultation réalisée au domicile du patient pour soins palliatifs par le médecin traitant. Donc là, on est sur une consultation qui peut être facturée 4 fois par année civile. Ensuite, nous avons la consultation réalisée au domicile du patient de 80 ans et plus en ALD par le médecin traitant une fois par trimestre de chaque année civile. On est bien donc quand on regarde, hein, quelle que soit la consultation, la visite longue, pardon, excusez-moi, on est bien sur 4 consultations par an et par patient, quel que soit le contexte de facturation. Également, en nouveauté, donc la CTE qui est étendue au trouble du repérage des signes de troubles du neurodéveloppement ou du trouble de la relation précoce mère-enfant, afin d'aider à l'amélioration de la prise en charge de ces enfants. Donc, cette CTE est une consultation qui peut être cotée par le médecin généraliste ou le pédiatre, et donc nous sommes sur le code acte CTE à 60 €. À cet effet-là, nous vous avons rencontré sur le thème de l'autisme, justement pour vous présenter différentes actions qui sont mises en place au niveau de notre région.
Également, la mise qui a été étendue aux troubles du neurodéveloppement afin de, encore une fois, prendre mieux en charge les enfants souffrant de ces troubles-là. C'est pour une consultation initiale très complexe d'information et d'organisation de la prise en charge d'un patient qui, jusqu'à maintenant, donc nous étions sur les patients atteints de cancer, de pathologies neurologiques graves ou de pathologies neurodégénératives. Et donc, cette extension de la majoration est maintenant pour les enfants atteints de troubles de neurodéveloppement. Nous avons rajouté quelques liens utiles également sur les troubles de neurodéveloppement que vous pourrez consulter par la suite. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc cette nouveauté qui est la cotation d'une consultation complexe à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. L'objectif étant de faire un bilan de l'état de santé de l'enfant. Donc cette consultation complexe qui peut être réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre pourra être facturée CCX à 46 €. La visite blanche, donc la nouveauté qui va en lien avec la prise en charge des patients en situation de handicap. Donc il y a deux possibilités. Il y a vraiment ce temps de consultation planifié, cette rencontre planifiée avec le médecin afin d'habituer la personne à ce futur lieu de consultation pour avoir une meilleure prise en charge par la suite. Donc c'est une consultation qui pourra être facturée à 23 €. Et également le fait que la consultation a été débutée, mais qu'elle ne peut pas être menée à son terme, que l'examen clinique ne peut pas être mené à son terme du fait d'une manifestation aiguë du handicap et qu'elles doivent être différées. Donc il sera possible de facturer une consultation de référence également. Autre nouveauté, donc cette consultation très complexe MPH avec deux contextes distincts. La première possibilité, c'est effectivement le remplissage complet du premier certificat médical de la MDPH. L'objectif de cette consultation, c'était vraiment de valoriser ce travail de remplissage qui est un travail long et complet et qui permet à la MDPH d'attribuer les droits et les prestations des personnes de façon pertinente et évidemment plus rapide que s'il fallait revenir pour recompléter le certificat. Et l'autre possibilité également, c'est le passage de dossier entre l'ancien et le nouveau médecin traitant pour des patients avec un handicap sévère, puisque ce sont des dossiers des fois un peu complexes. Donc voilà, ce passage de dossier est également valorisé actuellement. Nous sommes sur le code CCE à 60 €. Nous avons essayé d'être succincts, puisque beaucoup de points vont être abordés par la suite ou ont été abordés lors des différentes visites. Donc nous vous remercions d'avoir été présents aujourd'hui et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, à contacter vos interlocuteurs habituels qui se feront plaisir de répondre. Je constate que nous n'avons pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas, si elles vous viennent par la suite, nous sommes tout à fait disponibles. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Voilà, une très bonne journée et puis du coup, rendez-vous avec vos délégués de l'assurance maladie et vos conseillers informatiques services pour plus d'informations sur ces sujets liés à l'avenant 9. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. Bonne journée.